1964, You Really Got Me par les Kinks. On dit volontiers que ce succès des Kinks fut le premier morceau de hard rock. Je ne l'ai probablement pas entendu en 1964, ou alors, si je l'ai entendu, je ne l'ai pas remarqué. J'étais alors beaucoup plus attiré par Claude François que par le rock bruyant et dégénéré prodigué par des énergumènes hirsutes et dépenaillés, même si ces derniers qualificatifs ne peuvent s'appliquer à Ray Davies et sa bande, qui au contraire arboraient une chevelure soignée et des vêtements élégants. La trouvaille de ce morceau, ce sont les silences qui le ponctuent. Fa sol sol fa sol, silence, fa sol sol fa sol, silence. Et bien sûr, le chorus incandescent de Dave Davies, dont la légende rapporte qu'il avait obtenu le son hyper saturé qu'on lui connaît en lacérant un haut-parleur de son ampli. 2 minutes et 12 secondes en tout. 2:12 pour placer la musique sur des rails qu'aucun satellite n'avait encore repérés, pour ouvrir la porte à Satisfaction ou Jumping Jack Flash, Smoke on the Water, Communication Breakdown, Aqualung, Walk This Way, All Right Now, Day Tripper ou Ticket to Ride, c'est-à-dire le règne du riff. J'aimais bien la voix de Ray Davies. Je la trouvais élégante et mélancolique. Dans Waterloo Sunset, par exemple, ou dans Well Respected Man. J'aimais bien les Kinks. J'aimais leur mélodie. J'ai aimé les chanter sur scène. Cela me ramène à l'électrophone stéréophonique et à ce qu'il y avait de cérémoniel dans les séances d'écoute. Elles avaient lieu le dimanche après-midi. D'abord, il fallait installer l'appareil qui pouvait, après l'emploi, se refermer et se présenter sous la forme d'une petite mallette. Mon père posait la dite mallette sur le buffet de la salle à manger salon, plaçait les haut-parleurs en une symétrie parfaite aux 2 extrémités du meuble, puis il extrayait le disque de sa pochette, l'époussetait soigneusement, le posait sur le plateau et enclenchait le mécanisme. Automatiquement, mais l'adverbe qui me venait alors à l'esprit était plutôt magiquement, le bras se posait seul au début du disque et, après un petit craquement, indiquant que le saphir venait de trouver sa place dans le sillon, le son pouvait commencer à envahir la pièce. Silencieux, déférent, admiratif, nous tentions d'occuper l'examitant de la diffusion pour en percevoir toutes les finesses. Je dois à la vérité de dire qu'à l'exception du spectaculaire gadget dont j'ai parlé dans le chapitre précédent, nous n'avions à la maison aucun enregistrement stéréophonique. Mais peu importait. Nous étions des gens de foi. Il y eut un autre achat important cette année-là, ou probablement un peu avant, le Grand Larousse encyclopédique en 10 volumes. Ce fut pour moi une révélation. Je pouvais passer des heures à en feuilleter les pages, à en admirer les illustrations, à en apprendre des passages entiers. J'établissais, passant d'un volume à un autre, des rapports entre différents articles, apprenais à reconnaître les visages de Beethoven, Mozart ou Debussy, m'émouvait que ma ville fût nommée dans ce sanctuaire de la connaissance, où qu'eussent vécu, au XVIe siècle, 2 autres Bouchet, puisque tel est mon patronyme officiel. Le poète Jean Bouchet, à propos de qui j'ai appris récemment, mais je suppose que je suis le seul que cela intéresse, qu'il est le premier à avoir fait alterner rime féminine et rime masculine dans ses poèmes, et l'historien Guillaume Bouchet, dont Montaigne cite volontiers des fragments de ses Annales d'Aquitaine. Mais ce que je préférais, c'étaient les pages consacrées à la peinture. Soyons plus précis. Je me repaissais des reproductions de femmes nues. Boucher et Fragonard, la Vénus au miroir de Velázquez ou la Maja nue de Goya, les opulentes grâces de Rubens, la Vénus de Botticelli dissimulant son intimité derrière son opulente chevelure rousse, Titien et sa Danaé. Je tirais aussi de la bibliothèque de mes parents un grand album sur l'impressionnisme. Et là, à moi Renoir, ou l'Olympia de Manet, à moi Degas et son tube, ou l'étonnant modèle de Seurat qui posait pour moi de face, en pointillé, avec innocence et provocation. J'ai eu la surprise, en voyant ce tableau au musée d'Orsay, de m'apercevoir qu'il était tout petit, plus petit indiscutablement que la reproduction que j'en connaissais dans l'ouvrage de mes parents. C'est aussi à ce moment-là
que j'ai découvert en fouinant sous une pile de draps dans leur chambre 2 disques que mes parents avaient tenté de dissimuler à notre écoute. Des chansons paillardes, interprétées par Colette Renard. Je me souviens du cantonnier qui, sur la route de Louviers, baisait comme un voyou. Et des histoires de Jean Rigaud interdites aux moins de 18 ans. Si je n'ai pas détesté les chansons de Colette Renard, je dois bien avouer que, même imprégné du goût de la transgression, les histoires de Jean Rigaud ne m'ont jamais fait rire. J'ai encore trouvé autre chose. 2 petits fascicules illustrés, d'origine catholique, j'imagine que mes parents se les étaient fait remettre à notre intention par le curé de Bondy, destinés à pourvoir à notre éducation sexuelle. L'un pour les filles, l'autre pour les garçons. J'y ai découvert que lorsque 2 personnes de sexe opposé s'aimaient, la simple mise en contact de leur corps nus les conduisait à la consommation de l'acte d'amour concrétisé par la pénétration toute naturelle du sexe de la femme par celui de l'homme. 7 ans plus tard, j'allais découvrir que c'était entièrement faux et en rester traumatisé durant longtemps. Je suppose que je raconterai également ce souvenir, mais ce sera sans plaisir. Je reviens à mes reproductions de tableaux de maître. Je les connaissais sans doute mieux que le plus patenté des commissaires-priseurs. Les raisons qui me poussaient à les contempler n'étaient pas purement esthétiques, on l'a compris, mais elles m'ont en tout cas ouvert à la peinture et à la sculpture. J'ai épousé une plasticienne avec laquelle j'ai déjà partagé les 2 tiers de ma vie, et nous le devons peut-être à mes émois préadolescents. Et si je repense aujourd'hui à ces heures passées à feuilleter les pages grand format de l'encyclopédie ou du livre d'art, une odeur me revient, inimitable et nette. Encre, papier, cuir, mais aussi d'autres fragrances nées de l'excitation de ma chair. D'ailleurs, beaucoup de mes souvenirs font appel à l'odorat. Dois-je y voir une particularité, un trait singulier de ma personnalité que je pourrais mettre en relation avec l'envie que j'ai déjà racontée de devenir chien ? Ou s'agirait-il au contraire d'un passage obligé sur le chemin d'une socialisation que je partage avec l'ensemble de mes congénères ? Quelle que soit la réponse, je me plais à fermer les yeux et, si possible, les oreilles, pour promener mes narines sur les effluves remémorés du bois de mon lit d'enfant, du beurre dont mes tartines étaient ointes en colonie de vacances, du charbon entassé en bas des escaliers du sous-sol, du muret en pierre derrière lequel je passais des heures sur le perron de la maison, du piano désaccordé et inutilisable dans le grenier de mes grands-parents, du chocolat chaud que j'ai bu au retour de classe de neige, des crayons de couleur, de la trousse et, surtout, de la colle blanche qui embaumait mon pupitre à l'école, de la pisse qui rendait désagréable le passage sous les ponts, du restaurant près de Rimini où j'ai dîné seul avec maman après une interminable journée en voiture. C'est vers cette époque que j'ai commencé à entrer dans les vrais livres, tout en continuant à me repaître de bibliothèques roses, vertes et rouges et ordophiles. Je lisais et relisais tellement la liste des ouvrages publiés dans le livre de poche que je savais immédiatement et sans erreur si tel ou tel ouvrage en faisait partie. Pour les 100 premiers, j'en connaissais même le numéro. Königsmarck de Pierre Benoît, numéro 1. Né de cuir de Jean de la Varande, numéro 41. Quelqu'un un jour a lu Né de cuir ? La condition humaine d'André Malraux, numéro 27. L'œuf et moi de Betty MacDonald, numéro 94. Celui-là, je l'ai lu, et j'aurais peut-être préféré Né de cuir. Il y avait des numéros doubles, au titre quelque peu effrayant, comme Caput de Malaparte ou Emprise de Louis Bromfield. A l'inverse, il pouvait y avoir plusieurs titres sur le même volume et cela donnait des associations ou des assonances curieuses. Colette, Duo, suivi de Le Toutounier. Ou Pierre Gascard, Les Bêtes, suivi de Le Temps des Morts. Le rapprochement qui me faisait le plus rêver était Audiberti, Le Malcourt, suivi de L'Effet Glapion. Je n'ai jamais lu Audiberti. Je ne connais de lui que certains textes, mis en musique par Nougaro, mais j'en ai épaté plus d'un en évoquant d'un air négligent « L'Effet Glapion », écrit d'ailleurs à peu près à la même époque que Le Malcourt, non ? Par chance, personne n'a même jamais eu l'idée de me faire préciser s'il s'agissait de romans, de poèmes ou de pièces de théâtre.